Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui, un jour, ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon ? Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant ? Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions ? Comment vit-on avant d'identifier ces signes ? Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel ? Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est ? Ou pas ? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas. En tant qu'adulte hypersensible, ça me parle. Tout de suite, quand on dit surdoué ou précoce, là, moi, j'ai du mal à... Enfin, tout de suite, je vois un enfant, et donc, une autre façon d'aborder le problème. Surdoué, ça me gêne, en fait, ce mot. Parce que c'est le surdoué, ouais, il y a comme une sorte de valeur entre les gens, quoi. Ce serait au-dessus des autres. Alors, si on parle d'intelligence, moi, je rapprocherais plus ça de ce qu'on appelle le QE, le quotient émotionnel. Moi, j'ai pas encore très bien cerné ce qui est de l'ordre du QI, alors que je sais qu'on le mesure dans les tests de la douance, et ce qui se rapproche du QE. Et là, on retombe dans tout ce qui est empathie, perception. Pour moi, c'est un mélange des deux, en fait. Et ça peut pas du tout être que du QI. C'est, en fait, percevoir tout ce qui est un peu de l'ordre du non-verbal ou du langage corporel, ou tout ce qui serait autour de ce que dit quelqu'un, finalement. De le percevoir et d'être un peu décontenancé parfois par une différence entre ce que quelqu'un dit et ce que je perçois, du coup, qui se mélange et qui rend un message pas forcément hyper clair. J'ai des exemples, ça m'arrive régulièrement dans le cadre professionnel ou même avec des amis ou même avec mon chéri, d'avoir une conversation, de dire « Ah, mais j'ai l'impression que ça va pas ?» Et puis la personne me répond « Bah si, ça va, pourquoi ?» Et souvent ça agace en fait, donc je me retrouve dans des situations où je pose une question souvent négative, parce que je perçois un malaise, un truc qui cloche, mais la personne ne me dit rien du tout de ça, et ça crée en fait le malaise que je perçois. Je pense que ça dérange la personne quand je pose cette question-là, et malheureusement, je la pose souvent. Ouais, c'est surtout dans les interactions humaines en fait. Et comment ça se traduit chez toi, l'hypersensibilité ? Tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Il y a des choses qui vont te paraître assez logiques. Ton esprit va faire des corrélations entre un événement, quelque chose que quelqu'un t'a dit, et puis quelque chose que tu as vu par ailleurs, et qui pour moi vont être assez claires. Et je me rends compte en parlant avec des gens que ça n'est pas du tout pour d'autres, et que surtout, j'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi je suis amenée à penser que. Et je vais avoir du mal à convaincre par des arguments très précis. On revient à des sensations, à je pense que, j'ai l'impression. Et là, ça va me décontenancer. Donc moi, je vais tout de suite me dire que je suis un peu... que j'ai des hallucinations, quoi. Ou des rêves que j'ai pris pour la réalité et que les gens me ramènent sur Terre, quoi, en gros. Voilà. Donc c'est surtout de la perception pour moi. L'hypersensibilité, c'est de la perception par plein de choses de l'environnement, mais que tu sais pas mettre bout à bout. C'est pas rationnel en fait, c'est pas purement logique. Et alors le truc qui est le plus compliqué pour moi, c'est que je pense que ça me met dans des tendances paranoïaques en fait. Alors j'arrive pas à dire si c'est une paranoïa qui s'ajoute ou qui en découle. Et je pense que ça vient de ces perceptions d'émotions, ou de non-verbalisation de choses que je ressens, et du coup qui me font cogiter, et qui tombent dans des trucs un peu paranoïaques, du style les gens m'en veulent de telle chose parce que je leur ai posé telle question, ils ont mal pris tel truc, je suis sûre qu'ils me trouvent nulle. Ce doute qui s'installe toujours entre mais est-ce que j'ai bien compris ? Mais je suis sûre quand même que j'ai bien compris. Mais rien ne me prouve que j'ai bien compris.
Et donc ça fait vachement douter, ça fait perdre confiance aussi. Et alors les trucs super, c'est quand même que plein de fois je me rends compte que j'ai raison. Et que du coup, en étant très comme ça, en empathie avec les gens, ça donne des rencontres super, ça donne aussi une possibilité d'aider des gens, ce qui est un thème très important pour moi. Ça, c'est l'expérience, mais c'est aussi un travail qui m'a été vraiment très très utile, que j'ai fait dans le cadre professionnel, qui était en fait un bilan de compétences. Et c'est là que pendant très longtemps j'ai cru que j'avais des intuitions totalement... c'était pas des intuitions, c'était des choses que j'arrivais pas à expliquer par rationnel, donc j'avais une sorte de fantasme de plein de trucs, mais j'arrivais jamais à l'expliquer. Et là, j'ai mis le mot intuition dessus, et c'est devenu quelque chose de très positif sur lequel maintenant j'arrive à un peu me faire confiance en me disant c'est normal tout de suite, j'arrive pas à expliquer, mais je le sens, je le ressens, je le touche, mais j'arriverai à l'expliquer plus tard. Je suis plutôt attirée par des gens qui sont un mélange, alors effectivement d'hypersensibilité, parce qu'on va avoir des façons de réagir de manière commune, que ce sont des gens qui vont pas réagir bizarrement quand je vais leur demander « Ah mais la fameuse question, mais ça va pas, il y a quelque chose qui cloche », ça c'est des personnes, elles vont pas me dire « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Donc je vais vite entrer en relation avec eux de manière beaucoup plus authentique, on va vite partager des centres communs, on va vite se dévoiler sur des choses, on va rire plus vite. En fait, ça va être des amitiés qui se forment plus rapidement finalement. Et le deuxième truc, c'est que c'est souvent aussi des gens qui ont des parcours de vie cassés, qui ont des douleurs, qui sont liées ou pas à leur hypersensibilité, mais clairement, moi je suis vraiment plus attirée par ces hypersensibles qui ont des cassures, qui ont des douleurs, qui ont des blessures. Et c'est ça finalement que je remarque. C'est là où je me dis, ah, il y a un truc. C'est plutôt par le versant un peu plus noir de la personne que je vais me faire la réflexion. Dans quelle famille as-tu grandi ? Alors, ma famille, on est 4 ou 5, ça dépend comment on voit les choses, mais bon, globalement, on est 4. Papa, maman, mon petit frère et moi. Une famille, moi j'ai des souvenirs d'une enfance hyper heureuse. Vraiment des parents très 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 aimants. Un peu un cocon. Du coup, finalement, l'entrée dans la vie extérieure, pas forcément évidente parce que très cocooné dans l'enfance. À côté de ça, donc j'ai un papa très très aimant, mais aussi, je l'ai compris là, il n'y a pas très longtemps, très paranoïaque. Vraiment paranoïaque dans le sens, je vois tous les dangers du monde en fait, et je suis très inquiet. Donc je suis très aimant, mais très inquiet. Sans le dire comme ça, ça sortait jamais, je m'inquiète, c'est jamais sorti comme ça. Je pense que ça c'était assez important pour moi dans mon enfance. Papa assez autoritaire, à la fois très présent, mais très très rigide, très droit. Puis finalement qui voyait beaucoup de choses en noir, sans le formuler, mais moi je devais percevoir, maintenant je me le dis, son inquiétude. Donc j'étais quand même une enfant assez inquiète que les êtres chers disparaissent assez vite. Toujours imaginer que ma mère rentrerait pas du boulot. Alors finalement j'étais pas très inquiète pour mon père, mais beaucoup plus pour mon frère et ma mère. Et tes études ? Alors j'ai adoré l'école, j'ai adoré les études, j'ai adoré apprendre et aller à l'école. J'étais clairement, je pense, en soif, j'avais une soif immense d'apprendre plein de choses, donc pour moi c'était un régal en fait d'apprendre très très tôt. J'étais près de chez moi en fait jusqu'à l'école primaire, et après mes parents m'ont mise à Paris. Inquiétude, de l'endroit où on habitait, où effectivement les écoles étaient pas terribles, l'environnement pas terrible, donc mes parents ont fait des pieds et des mains, ont inventé des tas d'histoires pour que je change d'école et que j'aille à Paris. En primaire, un des événements qui a marqué ma scolarité, c'est que au moment de rentrer en CE2, je suis allée en CM1. Et ça m'a marqué parce que je me suis retrouvée dans une classe où je connaissais personne, j'étais la petite au fond, et je comprenais pas trop si c'était une punition en fait. Alors après, je pressentais quand même... si j'étais en CM1, c'était pas non plus que j'avais fait une bêtise, mais c'était très bizarre cette situation. Et j'ai mis plusieurs mois à m'adapter parce que là j'avais perdu vraiment toutes mes copines. J'ai changé d'école en CM2, à Paris donc.
Et puis après, j'ai continué avec plus ou moins la même bande de copines. Pour le coup, j'ai moins changé jusqu'au lycée. Et ensuite, j'ai fait des études d'économie, de gestion. Et puis, je me suis spécialisée dans la culture quand j'étais en 4e et 5e année. Et je voulais travailler dans la musique ou les musées. Et ça, c'était ma passion du... Enfin, c'est pour ça que j'ai adoré après faire des études. C'est que quand j'ai trouvé que ça pouvait, je pouvais faire tel et tel cursus et que j'allais pouvoir travailler dans un musée ou dans la musique, parce que je faisais déjà beaucoup de musique, c'était un régal en fait. Donc moi j'ai des souvenirs hyper heureux des études, et ce que je préférais c'était toutes les fois où on faisait des mémoires, des recherches, des trucs comme ça. Donc j'ai que des souvenirs heureux, même si je sais que chaque année j'étais très inquiète de tout rater. Et chaque année, je pensais que j'allais tout rater, que je passerais jamais l'année d'après, que je serais jamais prise. Enfin voilà, ça je sais que j'ai pas mal saoulé mon entourage. J'étais réellement très inquiète de tout ça, donc je travaillais beaucoup. Mais j'ai jamais eu le sentiment de travailler comme un truc qu'on m'imposait. Enfin, je me l'imposais à moi-même largement. J'étais pas victime de qui que ce soit. J'ai fait très, très jeune de la danse, à 4 ans. Donc je pense que c'était ma mère qui m'avait inscrite. Ma mère très littéraire, qui aimait beaucoup la musique, le théâtre, la danse, la littérature, tout ça. Et j'ai fait de la guitare classique pendant au moins 10 ans. J'ai fait du chant. Et après, j'ai arrêté la guitare classique quand j'ai commencé les études supérieures parce que là, j'arrivais plus à tout faire. Et que j'en avais marre des examens parce que j'étais dans un cursus conservatoire et c'était très rigide. Et là, pour le coup, j'ai que des souvenirs heureux de l'école. Mais alors le fait de retrouver l'école dans la musique, là, je voyais pas du tout l'intérêt. C'était beaucoup trop rigide, donc ça, j'ai arrêté. Mais la danse, j'ai jamais arrêté vraiment. Qu'est-ce qui te fait dire que tu serais hypersensible ? Quand j'ai sauté une classe, donc là, c'était pas de l'ordre de l'hypersensibilité. En plus, je crois qu'on parlait pas de ça, enfin, on n'en parlait pas comme ça du tout. Là, je me suis posé des questions, mais je me suis jamais dit t'es surdoué. Je me suis plutôt dit t'es doué. Et alors, ça m'a posé question quand même de sauter une classe. Alors on m'a expliqué après, on m'a quand même dit, tu fais tout très vite, et surtout, comme tu le fais très vite et que tu parles énormément, tu déranges tout le monde. Moi, c'est ça que j'ai retenu, c'est que je finissais les exercices, mais après, je me mettais à parler. J'ai eu plein de problèmes de bavardage, en fait, pendant ma scolarité. Et puis, je suis vite passée, après, je ne suis pas trop attardée, mais c'était un peu en toile de fond. Parce qu'après, jusqu'à très tard, au début du monde professionnel, j'étais toujours la plus jeune, en fait. Quand j'ai fait mon DESS, j'étais la plus jeune. J'ai fini major de ma promo, alors que je m'étais fait plaquer de mon amour de jeunesse cette année-là. Et donc ça, c'était les premières questions, je pense. Et après, l'hypersensibilité, c'est plus vraiment adulte. Vraiment adulte dans des relations avec des gens, ou d'être... je sais pas, d'avoir envie de pleurer de trucs qui sont pas non plus très catastrophiques. Alors pas du tout en regardant des films, des choses comme ça. C'est plus de quelqu'un qui raconte quelque chose, je suis bouleversée, mais on est en réunion. Enfin, ce genre de choses où je me suis dit, oh là là, enfin, t'es un peu, pas sous au lait, mais un peu... Ouais, je me suis pas dit hypersensible, mais c'était plutôt négatif, du genre, t'es trop sensible. Et d'ailleurs, j'ai lu ce bouquin de Marie Desplechin qui s'appelle Trop sensible. Et ça, c'était... Enfin, je sais pas si c'était un moment dans ma vie, mais en fait, d'avoir trouvé ce bouquin, ça m'a... Là, je me suis dit, ouais, hypersensible, c'est peut-être pas trop sensible, on a peut-être le droit... Voilà, c'est peut-être comme ça, et peut-être qu'il faut que je m'en serve autrement, c'est pas forcément un défaut. T'as déjà passé un test lié à la douance ? Je dis au bourreau, on peut pas être du tout hypersensible, donc il faut que je trouve un moyen, quand je suis énervée, je ne parle pas, voilà, des choses comme ça. Donc je me suis pas du tout dit, tiens, je vais faire un test, je me suis plutôt dit, je suis comme ça, donc là, il faut travailler pour que ça se voit pas. Alors du coup, le test est parti très très loin. Moi, j'y ai pensé, je me suis beaucoup intéressée à ça quand j'ai compris que ça existait, mais pas pour moi du tout, du tout. Pour une de mes meilleures amies,
elle a des telles douleurs, des telles difficultés dans les relations, dans sa vie, que, en fait, maintenant que je comprends ce que c'est hypersensible, elle l'est, donc il faut qu'elle fasse le test pour aller mieux. Et donc j'ai pensé à ce test pour plein de gens. Je me suis dit, ça va les aider. Parce qu'en fait, j'ai compris après que c'est des gens qui me témoignaient de douleurs, de vraiment difficultés à vivre plein de choses depuis longtemps. Et comme moi, j'ai grandi dans un environnement avec vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, je me suis jamais sentie dans une situation douloureuse à tel point qu'il faille, que ça pouvait être une réponse en fait, le test. J'ai pas vu l'intérêt pour moi. Et donc le test, pour moi, il était adressé à toutes ces personnes que je connaissais, que ça pouvait aider. Et maintenant qu'on m'a posé la question, je l'envisage toujours pas. Parce que je me dis, finalement, je suis sûrement pas surdouée, moi je suis juste douée. J'ai de la chance, je comprends des trucs, mais tant mieux. En fait, au pire, je serais déçue parce que je le serais pas. Enfin, je serais pas dans les critères. Donc ça me ferait, tu vois, ce serait de l'ordre de la vexation, quoi, du style, ouais, je me suis projeté un truc, mais en fait pas du tout. De toute façon, si ça l'est, ça va pas me servir. Donc il faut que j'en parle à des gens pour eux, mais moi non. Et du coup, je me dis que je ne le ferai jamais. Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, ou pas. J'imagine, je me dis qu'il y a une part sûrement de patrimoine familial, je sais pas si c'est génétique, toujours dans la lignée du test, et j'en reviens à mon père, mais je me suis dit, sa paranoïa, son ressenti tellement inquiet du monde, il doit venir d'un truc comme ça, il doit venir d'une hypersensibilité, la génération de mon père, et puis sa culture aussi, les hommes doivent assumer, les hommes sont forts, les hommes portent une famille, on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de faillir et tout ça. Je me dis, si tu mélanges ça plus une hypersensibilité, en fait ça te fait quelqu'un de paranoïaque, qui croit que la vie va s'écrouler, que la fin du monde est proche, que ses enfants vont mourir, qu'ils vont le détester, il est capable de dire des trucs comme ça, je sais qu'il peut le penser. Donc il y a une part comme ça, où j'imagine qu'il y a un héritage familial, et puis pour ce qui me concerne, finalement, d'avoir grandi dans cet environnement choyé, où ma mère, elle m'a tout donné, je sais pas comment t'expliquer, un amour immense, infini, vraiment. J'avais toute la latitude pour explorer, ressentir, absorber. Et finalement, ça, très vite, ma mère, elle a passé son temps à me faire ça, à me faire des activités manuelles, à m'expliquer des trucs, à me raconter des histoires, à m'emmener dans des imaginaires. Et finalement, je me dis, c'est cet amour, cette attention et cette parole libre qui a suscité une curiosité, une envie d'apprendre, cette sensibilité finalement. Il n'y a pas une histoire, quoi. Chacun est différent. Je vois bien que plein de gens autour de moi qui sont clairement hypersensibles et qui ont toutes ces douleurs liées à l'enfance, à une façon de grandir qui n'était pas du tout la mienne, eux, à contrario, ils ont dû se construire tout seuls, en fait. Finalement, c'est tout l'un ou tout l'autre. Moi, avec plein d'amour, débordant, même trop protégé, dans un cocon où finalement la violence du monde m'a heurtée. Et, complètement à l'inverse, ces gens qui ont été tout seuls, qui ont dû se construire vraiment tout seuls avec une hypersensibilité liée à d'être jetés comme ça dans le bain du monde. Finalement, c'est des extrêmes. Et peut-être que c'est ça qui... Chaque histoire est différente, mais ces extrêmes-là, je pense qu'ils ont un rôle aussi à jouer. Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, ou pas. Je suis maman, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Je suis mariée, je travaille depuis 7 ans dans la même entreprise et je fais un travail qui me plaît beaucoup. Après plusieurs années à en faire un qui me plaisait vraiment pas du tout, avec des gens qui me plaisaient pas non plus, je goûte et j'apprécie d'être dans un environnement qui me correspond beaucoup mieux, avec un boulot pour lequel j'ai le sentiment, c'est pas un aboutissement, parce que vraiment moi j'ai toujours l'idée qu'on peut changer de boulot, on peut changer de métier, et l'idée inverse me terrifie, hein. Et donc mon métier, je travaille en marketing dans un groupe de presse pour un quotidien,
Et je travaille surtout sur des sujets de développement, de créer des nouvelles choses, de voir comment on peut amener des nouvelles personnes à découvrir un contenu hyper intéressant. Et c'est vraiment ça qui me plaît en fait. Et en fait, j'ai réalisé que l'arrivée de mes enfants, donc il y a 7 ans pour le premier, m'a beaucoup apaisée. En fait, j'étais très heureuse, hein. J'étais une enfant très heureuse, une ado très heureuse quand même globalement, mais j'étais très mélancolique, très grande mélancolie. Le blues, la saudade, tout ça, c'est que des musiques que j'adore, mais pas pour rien. Et l'arrivée de mes enfants m'a posé quand même ça. Donc j'en ai moins, même si elles reviennent. C'est plus comme des vaguelettes. Avant, c'était des vagues énormes, mais sans raison en fait, hein, sans raison objective. Enfin, j'ai pas eu de drame dans ma vie, hein, donc à part des peines de cœur qui étaient dramatiques à l'époque, j'en suis remise. Mais voilà, cette mélancolie qui est maintenant plus apaisée, mais j'ai toujours plein de frustration. Voilà, ça c'est le truc qui reste. La frustration, elle est quotidienne. Elle est plus ou moins grosse et elle revient par la porte quand je ferme la fenêtre. Professionnellement, tout va très bien, mais j'aurais envie encore toujours, moi, de plus, d'autres choses, de changer, de projets encore plus gros, de faire ci avec mes enfants, de faire ça, de faire moi-même plus de danse, plus de trucs. Donc je voudrais que les journées, elles fassent le double pour pouvoir travailler le double, voir mes enfants le double, voir mes amis le triple, suivre mes passions quadruples. En fait, j'ai la sensation que je n'ai jamais assez de temps et que la vie sera trop courte pour faire plein de trucs. Donc cette frustration, elle est un peu partout, petite ou grande. Qu'est-ce que tu fais de l'hypersensibilité au quotidien ? Eh ben, j'ai décidé que j'allais vivre à fond toutes ces relations liées à cette hypersensibilité. En fait, ne plus les mettre à distance. Ou, en fait, c'est devenu pas le centre, mais je me suis dit, la vie est trop courte pour s'encombrer avec des relations pas profondes, qui m'apportent pas grand-chose, sociales en fait, des relations sociales. Et toutes ces personnes que je rencontre, avec qui c'est un choc émotionnel, ou avec qui je me dis, mais ces gens-là, je vais les sauver, parce que ça, c'est un truc que je me dis tout le temps. Je vais les sauver, je vais les aider, parce que je les comprends, en fait. Je les ressens, alors je vais pouvoir les aider. Voilà. Et donc c'est ça qui est important, et tous les autres gens qui n'ont pas besoin d'aide, ou qui sont pas intéressants, et ben ça sert à rien de passer du temps, parce que socialement, il faut voir telle personne. Ça, il faut que j'arrête. Donc je me dis, il faut que j'arrête. Je dis pas que j'y arrive complètement là, mais c'est mon objectif aujourd'hui. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.